Bonjour à toutes, aujourd'hui je reçois Amalia Debarge, jeune cycliste talentueuse, récemment passée professionnelle au sein de l'équipe UAE. Je suis très contente de la recevoir pour qu'elle nous parle de son parcours, de son quotidien en tant que cycliste pro et de ses objectifs. Bienvenue Amalia, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Bonjour tout le monde, moi c'est Amalia Debarge et du coup je suis cycliste professionnelle depuis janvier 2025 au sein de l'équipe UAE et je suis dans l'équipe développement de cette équipe. Donc voilà. Ok, et est-ce que tu peux nous raconter, on va repartir un peu vraiment de tes débuts, comment est-ce que tu as découvert déjà le cyclisme et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Donc déjà moi j'ai toujours eu des parents très sportifs mais ils n'étaient pas du tout au vélo. C'est que j'ai aménagé dans un quartier vers mes 4 ans à peu près et je faisais du vélo dans le quartier et ma voisine m'avait dit bah aujourd'hui c'est l'initiation au vélo au club de vélo qui était à seulement 500 mètres de chez moi et elle avait demandé à tous les jeunes du quartier de venir et du coup je suis allée au vélo et j'y suis depuis même si j'avais arrêté une année vers mes 7 8 ans parce que comme toutes les jeunes filles de mon âge je faisais aussi beaucoup de gym, de danse à côté et j'avais comme une jeune fille, dit bah non, je veux faire que de la gym. Parce que du coup, j'avais atteint, on va dire, un bon niveau dans les deux sports, avec des compétitions du coup le samedi de gymnastique et le dimanche de vélo. Et ça faisait beaucoup trop. Donc j'avais décidé d'arrêter le vélo. Et puis finalement, après un an à faire que de la gym, j'ai dit bah non, en fait, moi c'est du vélo que je veux faire. Et du coup, je m'étais remise au vélo et depuis, j'ai pu lâcher. Et après, du coup, ces dernières années, j'ai couru 2 années en National 1 Alliance Sprint Evolution. Et l'année d'avant, c'est là où j'ai commencé à faire mes plus gros résultats, du coup, en cadet de deuxième année, avec des résultats en championnat de France, avec une victoire en Coupe de France des départements. J'étais championne régionale, championne interrégionale, et c'est là que ça m'a donné envie de tout découvrir, de passer en équipe de France. Et voilà, après, je suis arrivée ici aujourd'hui, j'en suis super contente. Mais je suis pas Ah encore ouais, c'est au top impressionnant. du top. J'ai encore de l'évolution à avoir. Ouais, bon ça paraît normal, t'es quand même super jeune, mais c'est dingue Oui. d'avoir commencé déjà à 4 ans. Et est-ce Mais du coup, que, c'est donc ma tu quinzième disais, année. C'est ma 15e année, du coup. ouais c'est ça, en fait t'es jeune, mais t'as une sacrée expérience déjà. Et t'as Oui. toujours su que tu voulais, enfin toujours su, à partir du moment où tu t'es remise au vélo, du coup, que tu voulais devenir professionnelle en cyclisme, ou c'est vraiment quand même venu au fur et à mesure de tes résultats? Euh, à la base, quand j'étais plus jeune, je voyais des filles comme Lynn Burquier passer en équipe de France, aller sur des championnats d'Europe, et je me suis dit, bah moi, mon rêve, c'est d'aller en équipe de France. Et en fait, quand je suis passée en junior et que je suis rentrée en équipe de France, je me dis, je me suis dit, mais en fait, l'équipe de France, c'est finalement pas grand-chose. Mais c'est quand même pas mal d'être en équipe de France. Mais en fait, on est en équipe de France juste sur le papier. Si c'est pour pas courir après et pas faire des résultats sous ce maillot, c'est pas vraiment pareil. Donc après, quand je suis arrivée en équipe de France, c'était maintenant je vais faire des résultats en équipe de France. Mais si je fais des résultats en équipe de France, potentiellement je peux passer pro. Et après ma première année en équipe de France, il y a pas mal de filles qui sont passées professionnelles, des juniors 2 du coup. Et c'est à ce moment-là que avec mes copines on s'est dit on est en équipe de France aussi en fait, pourquoi pas passer dès l'année prochaine en équipe de France. Mais quand j'étais plus jeune, c'était on va dire beaucoup plus tard qu'on passait pro. C'est vers plutôt 20 22 ans qu'on passait professionnel et maintenant, dès l'âge de 18 ans, on peut l'être. Et c'est pour ça directement après l'équipe de France, on s'est dit, après les années juniors en équipe de France avec les Coupes du Monde et tout, on était là, c'est bon maintenant, professionnel dès l'année prochaine, c'est le rêve. Ah, c'est excellent, en fait, c'est vrai que c'est arrivé quand même relativement vite, du coup ça s'est bien enchaîné. Et quels ont été là tes plus beaux succès et souvenirs en fait en cyclisme jusqu'ici? Et du coup, en cadette, ce qui m'a un peu fait rester sur le vélo, on va dire, parce qu'après les années cadettes, on commence à passer beaucoup d'heures sur le vélo. Donc on se démotive un petit peu si on n'a pas de résultats. Enfin, moi, c'est mon avis parce que je suis très compétitrice, mais il y en a qui adorent aussi s'entraîner. Mais on va dire que c'est, je pense, la Coupe de France, la finale de Coupe de France des départements à Montpinchon. Il y avait un chrono le samedi, je crois que c'était sur samedi dimanche, et le chrono, j'avais fait un très très mauvais résultat. J'étais dégoûtée parce que en Auvergne-Rhône-Alpes, j'avais fait très bons résultats et arrivé au niveau national, pas du tout de résultats et j'étais super déçue. Et du coup, toute la soirée, mes parents essayaient de me remonter le moral et tout. Et pour la course le lendemain, et je pense que j'avais un peu la rage d'avoir fait ce résultat alors que j'avais prouvé que j'étais quand même plutôt forte et je m'étais fait battre par plein de filles. J'avais fini vraiment tout en bas du classement et j'étais dégoûtée. Et du coup, je suis arrivée avec la rage le lendemain de gagner, de prouver que j'avais le niveau. Et du coup, j'ai gagné le lendemain à la Coupe de France. Je finis en haut d'une bosse, il y avait 500 mètres à 10%. J'arrive en haut et il y a la championne de France Célia Géry qui était à côté de moi, des filles qui avaient fait des podiums déjà la veille. Et
on savait déjà qu'elles étaient très fortes et moi, bah, c'était, on va dire, ma première apparition bah, comme ça à haut niveau. Et bah, je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs. Et après, bah, forcément, l'année dernière, ma troisième place au championnat de France, il y avait ma famille, il y avait tous mes amis. Et les championnats de France, c'est différent que gagner une Coupe de France. Les championnats de France, c'est un autre monde. Il y a un maillot à gagner, il y a tellement une ambiance différente que sur une Coupe de France. C'est une fois dans l'année et avoir fini troisième, j'étais tellement contente. J'arrivais plus à m'arrêter de sourire, j'avais des crampes aux joues. Même si on va dire que C'est trop bien ça. on va dire la course, ça s'était pas passé très très bien à l'avant avec une chute dans l'échappée où il y avait eu un petit souci, je sais pas si t'avais vu. Mais du coup, elle s'était rentrée dedans, donc à l'arrivée, il y en a une qui était pas très contente parce que l'autre s'était fait mal, vu que bah, on se connaît toutes, on est toutes copines en équipe de France. Et du coup, bah, enfin, j'arrivais pas vraiment à être déçue qu'elle soit tombée parce que j'étais tellement contente. Enfin, je prouvais que j'avais aussi le niveau, je m'étais blessée 2 semaines avant, enfin, et du coup, j'avais les joues toutes serrées, j'avais trop mal aux joues. Et à côté de moi, elle pleurait, enfin, je savais pas comment réagir et moi, j'étais, mais sur un nuage. Et du coup, bah, je pense que c'est mon meilleur souvenir. Ça, c'est vraiment mon meilleur souvenir. Ouais, je comprends, c'est quand même super marquant. Et même maintenant, je sens que je souris encore quand je le dis. C'est trop bien, c'est que c'est un vrai bon souvenir. Oui. Et donc tu disais, donc là, tu es récemment passé pro donc dans l'équipe UAE et tu disais c'est l'équipe développement. Donc ça veut dire quoi en fait concrètement? C'est organisé comment une équipe de cyclistes? Tu vois, tu peux nous expliquer Mm. un peu parce que je sais qu'il y a des auditrices qui sauront pas du tout, tu vois, comment ça fonctionne. Bah, du coup, l'équipe UAE, du coup, c'est une équipe qui est World Tour, donc comme la FDJ par exemple. Mais sauf que la UAE, comme certaines équipes, ont une équipe développement. C'est-à-dire bah, nous, on est 9 filles qui sont enfin, on est une équipe développement, on est U23, donc on a toutes moins de 23 ans. Et bah, du coup, on est deux à avoir 18 ans et après, bah, sont plus âgés. On est les deux plus jeunes de l'équipe. Mais sauf que UAE, contrairement à d'autres équipes, on est tout le temps tout ensemble. C'est-à-dire bah, quand on fait des stages, il n'y a pas stage que pour la World Tour, stage que pour la U23 ou pour la développement. On est toujours tout ensemble. Contrairement à d'autres équipes où ils font vraiment une distinction entre les deux équipes. Nous, on est que 9, c'est-à-dire qu'on court très très rarement ensemble. C'est presque impossible qu'on ait des courses que à 9. Donc voilà. Et bah, par exemple, il y a 4 filles de l'équipe World Tour qui courent, plus 2 filles de l'équipe développement, ou alors 4 filles de l'équipe développement et 2 filles de World Tour qui descendent sur une plus petite course. Et en fait, bah, il y a presque pas de distinction. C'est, on a tout mis en place pareil, pardon. Tout est mis en place pareil pour on va dire, c'est censé être 2 équipes, mais nous, depuis le début de l'année, on nous répète, on est une team. On est une team, on est tous ensemble. Par exemple, notre groupe WhatsApp, il n'y a pas de groupe différent, on est un groupe tous ensemble, on parle tous ensemble et il n'y a vraiment pas de distinction. Tout est mis en place pour qu'il n'y ait pas de différence. Donc forcément, il y a une Ah ouais, différence ça parce doit que être super intéressant d'avoir du coup vraiment tout ce mélange. Vous êtes combien au total? je crois qu'elles sont une trentaine dans l'équipe World Tour et nous, on est 9. Et du coup, bah, ça fait quand même Ah un ouais, ok, sacré ça fait un paquet de gros monde. groupe. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est fait que du coup, on est en stage. Bah, moi, je me suis retrouvée en stage avec Elisa Lango-Borghini. Bah, ça fait bizarre. Parce que moi, enfin, j'ai des copines, elles sont dans une équipe développement. Bah, elles font pas forcément tout leur stage avec les filles de la World Tour. Nous, tout ensemble, en fait. Ouais, Donc, ça c'est doit être génial. génial. Mm. Et en fait, pour intégrer une équipe pro comme ça, donc évidemment, j'imagine que ça s'est passé par les bons résultats que tu as eus, mais comment ça se passe? Est-ce que tu as en fait des gens, par exemple, du AE qui sont venus te repérer ou est-ce que tu passes, je sais pas, des sélections à un moment? Enfin, comment ça fonctionne pour passer pro? Pour passer pro, du coup, il y a 2 solutions. Soit on a un agent, et bah c'est l'agent qui va contacter en mettant en avant nos résultats. Mais moi, je suis pas passée par un agent parce que je pensais pas forcément passer professionnel à 18 ans. C'était pas forcément mon objectif, même si j'avais vu mes copines passer. Du coup, moi, c'est plus ma deuxième course, c'était la Coupe du Monde à Binda et j'ai fini quatrième. Ce qui fait que dès cette première course, j'ai des équipes bah, françaises et étrangères qui ont commencé à me contacter, dont la UAE. Et bah, après, on est resté en contact un peu avec les différentes équipes. J'ai fait quelques rencontres avec des équipes. Et bah, au fur et à mesure, j'ai été avec différentes personnes. Et j'ai eu un peu bah, ce qu'ils me proposaient sur l'année, les courses qu'il y avait au programme. J'ai été contactée par quelques équipes. Et c'est vrai que bah, le projet de UAE, le fait d'avoir l'équipe développement qui est vraiment très très rattachée, en fait, ils font exprès d'avoir une équipe très proche parce qu'on va dire que du coup, la passerelle pour passer de l'équipe développement à la passerelle World Tour est beaucoup plus petit. Vu qu'on est tout le temps un peu tout ensemble, ça veut dire qu'il n'y a pas une grande marche à faire pour passer de la Devo à la World Tour.
Parce que du coup, on court déjà avec la World Tour de temps en temps. Le seul truc, c'est que par exemple, enfin là, dans l'équipe développement, je ne peux pas courir sur une course World Tour. Donc, comme Paris-Roubaix, le Tour de France, c'est 1.WWT ou 2.WWT. C'est les seules courses que je peux pas faire. Mais du coup, après, je peux faire Ah ouais, toutes les autres d'accord. courses. Je peux faire toutes les professionnels 1.1. Par exemple, je cours ce week-end en 1.1. Ah oui, ok, intéressant. Ouais, donc c'est vrai que c'est pas énorme finalement les différences. C'est génial d'avoir intégré une équipe comme ça. Et sur les différences entre du coup le monde amateur et le monde professionnel, toi qui viens d'arriver, quelles différences t'ont un peu sauté aux yeux déjà? Le budget, forcément, et le staff. Je pense que c'est les deux choses qui ont le plus évolué en, dans mon changement d'équipe. Parce que bah forcément là, première course, j'arrive, il y a un bus. Ça fait bizarre quoi, à 18 ans, t'arrives sur la course, il y a un bus. T'es toujours suivi, t'as les médecins, t'as des kinés, on est suivi à 100%, c'est que ça passe de la tête aux pieds, quoi. De partout. On a tout. On a tous des entraîneurs différents, enfin, tous. On a 4 ou 5 entraîneurs, je crois, dans l'équipe. Donc, on peut s'adapter, quoi, s'il y a un entraîneur qui ne correspond pas du tout. Moi, le plus gros problème que j'avais au début, c'était surtout la langue. Il fallait que j'arrive à m'adapter parce qu'ils parlent pas français. Il y a une seule française, autre coureuse, mais qui est de la World Tour. Du coup, on est que deux. Et après, au niveau staff, bah, il y en a quelques-uns qui parlent français. Bon, au final, plus je suis dans l'équipe, plus je me rends compte qu'il y en a qui parlent français. Et c'est vrai que quand on fait des meetings, quand on est tous ensemble, c'est que de l'anglais. Et c'est vrai qu'au début, je parlais pas anglais. Parce que du coup, j'ai été invitée en juillet sur un stage avec la World Tour avec eux. C'est après ça qu'ils m'ont fait signer mon contrat, parce qu'ils voulaient d'abord me rencontrer, histoire de voir si j'essayais de m'intégrer ou si je parlais un minimum anglais. J'avais un petit peu pris de cours avant, enfin avec mon père et un peu sur mon téléphone pour essayer de parler. Mais j'avais le niveau scolaire, quoi. Donc, on va dire que le premier stage, ils ont vu que j'avais envie, mais j'avais pas encore un bon niveau. Et après, tout de suite, après avoir passé 2 semaines avec l'équipe, bah forcément. Et puis c'est passé vite. Et maintenant, j'ai plus trop de mal à m'exprimer avec l'équipe. Ils me comprennent et moi, j'ai pas trop de mal à les comprendre aussi. Donc, c'est le top. Mais Ouais, c'est vrai t'as le que meilleur truc au moins. De toute façon, t'es en immersion, t'as pas le choix. Donc, bah, de toute façon, au début, j'avais vraiment pas le choix. Mais du coup, c'est vrai qu'avec les filles, au début, ce qui était compliqué, c'était la langue. Mais du coup, enfin, j'avais une fille qui parlait anglais dans mon équipe l'année dernière, Alliance Paint Evolution. Et c'est vrai que bah, je me suis un peu retrouvée à sa place. C'est que l'année dernière, tout le monde parlait français. Et on va dire que personne essayait vraiment de lui parler en anglais. Et elle essayait de parler un peu français, mais bah, je trouve que c'est plus compliqué d'apprendre le français que d'apprendre l'anglais. Parce que le français, c'est vraiment dur. Et ça fait que 1 ou 2 ans qu'elle était arrivée en France, et c'est très compliqué de parler français. Enfin, quand j'essaie de lui apprendre, je me rends compte que c'est compliqué, surtout si elle, enfin, elle a jamais eu français à l'école, comme nous, on a eu anglais. Donc, du coup, pour apprendre de zéro, c'est très, très compliqué. Et je me rends compte que les efforts que des filles de l'équipe UAE ont fait pour essayer de m'apprendre l'anglais, et bah, c'est même pas les 3 quarts que j'ai fait pour essayer d'apprendre le français à une fille de mon équipe. Et ça, je me rends compte après que, en fait, quand t'arrives et que tu peux parler à personne, c'est horrible, quoi. Enfin, après, si on te parle un, ils comprennent que tu comprends pas, donc ils répètent, ils reformulent. Mais quand c'est à table et que tout le monde parle et qu'il faut réussir à suivre, mais au début, je comprenais rien, donc ça rigolait. Moi, j'étais là, j'ai pas compris la blague. petit moment de solitude. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ça avait l'air drôle, hein, mais bon. Non, mais voilà. Après, ouais, la plus grosse différence, je pense que c'est le budget, c'est d'arriver avec un bus, d'avoir un staff énorme autour. Je dis pas qu'on n'avait pas de staff au niveau national, mais c'est tellement différent, quoi. Enfin, on a le directeur sportif, on est entouré, on a des mécaniciens et tout. On a un assistant. Enfin, surtout en équipe nationale 1, on a déjà tout. Mais la différence de budget, enfin, que ce soit dans les vêtements, ou dans le vélo, ou dans l'assistance qu'on a autour, c'est un autre monde, quoi. Faut passer pro pour comprendre, je pense. Ou Ouais, j'imagine, ça doit faut être dingue. parler, ou alors faut parler vraiment longtemps avec quelqu'un qui est professionnel pour comprendre. Enfin, c'est tout et au détail, on va dire. Enfin, c'est tellement plus pointilleux. C'est, Ah, ça enfin, doit être chouette à vivre pour toi. ah bah Et c'est qu'est-ce sûr que qui, là, justement, ce qui te motive le plus, en fait, dans cette première saison chez les pros? bah cette saison, je pense que c'est surtout découvrir, parce que je pense que je réalise pas encore forcément que je suis professionnelle. J'ai signé qu'un an, alors que forcément là, je profite quoi. Je sais qu'il faut que je profite de tout ce que je suis en train de vivre. J'ai encore plein de voyages à venir. Enfin là, j'ai déjà voyagé beaucoup en Espagne. Je suis allée à Majorque. C'était la première fois que j'allais sur une île
pour faire du vélo, quoi. Enfin, c'est des trucs incroyables. J'ai fait l'Espagne, j'ai fait l'Italie. Là, je vais partir en Bretagne, aux Pays-Bas, je vais partir en Norvège. Et c'est des trucs que je pensais jamais vivre dans ma vie et que j'aurais jamais vécu si je passais pas pro. Parce que, bah, comme je l'ai dit, c'est une question de budget. Et quand on est une équipe qui a du budget, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment tout le monde. Et du coup, je pense que ce qui me motive, c'est de découvrir. Et après, quand je vois des filles, bah, là, comme Elisa Longo-Borghini, qui a encore une cabine courte, je me dis, mais, enfin, c'est un rêve, quoi. Ça me donne envie de continuer. Ouais, c'est génial. Et est-ce que tu as une journée un peu type comme ça, de cycliste pro, ou est-ce que chaque journée est très différente? Enfin, comment ça s'organise en fait, votre quotidien? On va dire que mes semaines sont un peu organisées à peu près pareil. On va dire que mes entraînements sont à peu près pareils. Mais les jours, ça dépend. C'est-à-dire que, bah, par exemple, le mercredi, je sais très bien, je me lève, bah, je suis à ma maison tranquille le matin, je mange le midi. À 14 heures, du coup, je vais rejoindre le pôle cyclisme féminin. Donc, mon groupe avec qui je roule sur Chambéry. On va faire une sortie 3 heures. Soit je vais rouler un peu avant parce que souvent, la plupart du temps, j'ai 4 heures, donc 3 heures et demie, et elles font 3 heures. Donc du coup, bah, soit je vais au pôle en vélo, ou après je rallonge. Bon, en hiver, c'était plutôt l'inverse. Je partais à 13 heures, après j'arrivais à 14 heures, j'avais déjà fait 1 heure, ce qui me permettait de faire mes 4 heures. Et bah après, je sais que là, pour l'instant, enfin cette année, on a un très bon groupe au pôle cyclisme féminin, ce qui fait que bah on se tire toutes vers le haut. On a un groupe post-bac avec des filles qui courent en Coupe de France et une deuxième professionnelle qui est dans l'équipe. Donc c'est le top. Ah ouais, c'est génial. Et en fait, du coup, ça veut dire au quotidien, tu t'entraînes en fait avec ce pôle-là. Mm. Et après, ponctuellement, il y a des stages avec l'équipe UAE. Enfin, comment ça se gère ça? Mmh, alors du coup, la semaine, j'essaye d'aller m'entraîner. Bah, j'aime pas trop m'entraîner toute seule. Alors la plupart du temps, j'essaye de m'entraîner avec le pôle. Donc j'essaye de caler mes entraînements. Mais quand je sais que bah, le mercredi, c'est parce que j'ai une sortie endurance la plupart du temps. Parce que bah, du coup, mon entraîneur de l'AUE est en contact avec enfin, un entraîneur du pôle, mon ancien entraîneur du coup de l'année dernière. Et du coup, ils sont en contact. Du coup, il lui envoie la programmation de ce qu'on va faire sur la semaine. Et mon entraîneur essaye de s'adapter un petit peu. Mais par exemple, quand j'ai des séries d'exercices qui vont durer, bah, je sais pas moi, 1 heure et demie, bah, c'est un peu compliqué d'aller avec le pôle puisque ça m'obligerait à toujours faire demi-tour. Donc, sinon, des fois, quand j'ai 2 heures et qu'elles font 1 heure et demie, pardon, bah, je vais avec elle faire 1 heure et demie et à la fin de ma sortie, je vais faire mes exercices pendant 1 heure et après, je vais faire ma récup. Du coup, ce qui me permet de pas faire 3 heures, 2 heures et demie toute seule parce que j'aime pas m'entraîner toute seule. Il y en a qui adorent, mais moi, j'ai besoin de gens pour me motiver. Ouais, c'est comme toute une gestion, mine de rien, enfin voilà, en fait, t'as toi ton programme, faut s'adapter un peu avec ce que font les autres. Enfin, si vous voulez faire tout ensemble, Mm. j'imagine qu'il y a une petite organisation à chaque fois, quoi. J'ai aussi une copine avec qui je roule souvent, donc ça me permet d'aller avec elle. Quand on est plus que deux, c'est plus facile, on va dire, de s'attendre. Quand on est un groupe, bah, si après, moi je fais un demi-tour et que je dois encore faire une série dans la bosse, ça veut dire qu'elles sont obligées de m'attendre. Et après aussi, ce qui est compliqué, c'est calculer. Quand, par exemple, on donne, bah, je sais pas moi, une série d'exercices, mais que dans la série, on doit faire des moments où on doit faire à plat et des moments en bosse. Mais enfin, calculer ce parcours, regarder à quel moment on va avoir assez de temps pour finir la bosse et être sur le plat après pour faire la deuxième série ou être dans une bosse de 20 minutes. Des fois, le plus simple, c'est de faire la bosse, on fait demi-tour et on refait. Mais quand on veut un peu aller découvrir et qu'on veut faire vraiment, bah, quand on fait 4 heures, je sais que moi, j'aime pas faire des allers-retours dans une bosse. Donc du coup, essayer de s'organiser pour trouver, parce que toutes les 20 minutes, j'ai un exercice à faire, il faut qu'à chaque fois je sois dans une bosse. Je trouve que ça, c'est plus compliqué que l'organisation pour savoir à quelle heure je vais aller rouler. Ouais, c'est clair, c'est pas simple. Et au niveau volume, ça représente quoi? Tu passes combien de temps sur le vélo dans une semaine? On va dire qu'au plus bas, je dois être à 14 heures par semaine. Mais que de vélo, hein. Que de vélo, je dois être à 14 heures par semaine et au maximum 20 heures. Et quand je suis en stage, on va sur du 23-24 heures. Ah ouais, ok. Et à côté de ça, après, tu fais aussi d'autres choses, je sais pas, du Je vais renforcement musculaire Ouais, le renforcement musculaire, mobilité, normalement j'essaye d'en faire avant tous les entraînements, mais j'ai un peu du mal, je vais pas mentir. J'ai un peu du mal, mais je devrais faire avant tous les entraînements, mais j'essaye de faire au moins avant les entraînements où j'ai de la charge d'intensité ou que je sais que c'est une séance assez importante. Mais quand je fais par exemple comme aujourd'hui une sortie récup, j'ai pas forcément envie de faire de la mobilité avant. Mais après je vais aussi normalement une fois par semaine à la salle. Et du coup, j'ai de la mobilité et une pré-routine échauffement pour préparer mon corps à la muscu parce que c'est quand même assez traumatisant pour le corps. Parce que souvent, quand je Ouais, vais à la c'est sûr. salle, c'est surtout pour charger, donc faut éviter de se Ouais, faire tu le mal. fais pas comme ça. Oui.
Et est-ce que c'est facile de gérer en fait, l'équilibre entre les entraînements, la récupération? Parce que d'après ce que tu dis, ça fait quand même un gros volume. Donc de gérer en fait cet équilibre-là, est-ce que juste tu suis en fait du coup le planning qu'on te donne ou est-ce que t'adaptes aussi d'une certaine manière? Bah, du coup, déjà, au début de l'année, j'étais scolarisée. Du coup, j'étais en STAPS, j'avais commencé l'année. Et bah, plus l'année est passée et plus mes charges d'entraînement commencent à évoluer. Parce que du coup, l'année dernière, j'étais plus autour de 10-12 heures. Et du coup, pour arriver bah, là, maintenant, où je suis plus à 18 heures environ par semaine, bah forcément, je suis pas passée de 12 à 18. C'est que j'ai passé 12, après j'ai fait des semaines à 13, des semaines à 14, jusqu'à évoluer et arriver où j'en suis aujourd'hui. Et bah, dès le début de l'année, on va dire que bah, je suis pas une fille très scolaire. Et aller en cours, aller m'entraîner, savoir à quelle heure je vais m'entraîner, sachant qu'en STAPS, on va dire que les cours, c'est un emploi du temps qui change tous les jours. C'est impossible d'avoir le même entraînement 2 jours d'affilée. Et surtout, des fois, on peut avoir cours à 8 heures, et après, on va avoir cours à 13 heures, et après avoir un cours de 17h30 à 19 heures ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que c'était vraiment pas pratique pour m'entraîner, et j'arrivais pas du tout à suivre. Et du coup, j'ai officiellement arrêté après avoir fait 2 mois en Espagne cet hiver. J'ai passé décembre et janvier en Espagne. Et quand je suis revenue, ils m'ont dit, va falloir passer les examens. Et bah, franchement, j'ai roulé presque tous les jours en Espagne. J'étais avec bah, l'équipe ou alors j'ai fait aussi avec des amis pour aller m'entraîner. Bah, forcément, je pensais pas du tout au cours. Du coup, bah, sachant que, bah, après, forcément, j'étais avec des filles qui sont encore à l'école parce que, bah, elles, c'est pas leur métier. Enfin, on va dire que moi, c'est vraiment mon métier au jour d'aujourd'hui et j'ai signé 1 an et je me dis, bah, au lieu de me prendre la tête et essayer d'aller en cours, bah, vaut mieux arrêter et essayer de m'entraîner 1 an comme il faut. Et au pire, si ça marche pas, bah, j'aurais perdu 1 an. Enfin, pas vraiment perdu 1 an, mais on va dire perdu 1 an de scolarité. C'est comme si j'avais redoublé, on va dire. Donc, c'est pas grand chose. Oui, c'est sûr Ou qu'un an, alors, c'est pas très voilà. grave en soi. Ouais. Surtout qu'à mon âge, j'ai rencontré un sacré paquet de personnes qui étaient hors du vélo, mais qui, bah, au milieu d'année, comprennent que c'est pas du tout ce qu'elles ont envie de faire. Donc, du coup, l'année d'après, elles se réorientent. Donc, au final, elles ont fait 1 an dans un truc qu'elles aimaient pas. Bah, moi, j'ai décidé de faire 1 an où, au final, j'arrête et je fais que du vélo. J'ai signé qu'un an, je vais en profiter et je mets tout de mon côté pour réussir à re-signer l'année prochaine. Ouais, tu mets tout en œuvre. C'est sûr que ouais, ça doit pas être simple du tout de gérer tout à la fois. Enfin, Le plus compliqué, on va dire, enfin, que j'ai maintenant que je vais plus à l'école, c'est ce que je mange. C'est plus me préparer à manger, savoir que je dois, enfin, on va dire que ouais, des fois quand je rentre du vélo, je sais que j'ai pas vraiment envie de cuisiner, il faut que j'arrive à me motiver parce que bah forcément, il faut que je reprenne toute l'énergie que j'ai dépensée. Donc si j'avoue la plupart du temps, je finis par manger des pâtes, mais il faut que j'arrive à accompagner ça par des légumes, par une source de protéines, que ce soit pas dans la viande ou dans autre chose. Donc du coup aussi un peu toute l'alimentation, c'est un processus aussi difficile à côté. Ce que je mange avant une sortie, ce que je vais manger après une sortie, ce que je vais manger la veille d'une course, c'est tellement de choses ouais, ça calculées. c'était justement une de mes questions, tu vois, de demander si tu as un programme alimentaire particulier et comment tu gères ça, quoi. Si, enfin, déjà, effectivement, au quotidien, enfin, dans ce que tu manges dans tes repas, quoi. Et puis, bah, ce que tu manges sur le vélo, enfin, comment tu gères ça? Est-ce que tu es accompagné aussi là-dessus? Alors du coup, bah, dès le début de l'année, bien évidemment, on a la diététicienne qui vient nous parler. On a deux diététiciens dans l'équipe, enfin une diététicienne et un diététicien, du coup. Et bah, ils se prennent en charge bah, 15 et 15 à peu près, enfin on n'est pas 30, mais ils essayent de faire moite-moite parce que sinon ça fait trop de personnes, enfin trop, on va dire, de coureurs à suivre pour un seul diététicien. Donc maintenant, on en a deux. Et comme ça, on peut se retourner en fait, on en a un qui est à nous. On va pas contacter les deux. On en a un qui nous suit et qui nous renvoie un message de temps en temps, savoir si on va bien, si on n'a pas de problème avec des chutes de poids, enfin, si notre poids est régulier, quoi. Et bah après, il nous surveille pas au kilo près, quoi. Il nous demande pas nos mensurations tous les jours, il nous demande pas notre poids. On sait ce qu'on a à faire, on est pro, quoi. Enfin, pour en arriver là, on sait déjà que tout qu'on fait à peu près attention. Après, ils vont pas vérifier. Si les résultats suivent, bah tant mieux. Si on arrive à manger ce qu'on veut enfin, moi je sais que je suis une fille, j'aime me faire plaisir à côté et je sais très bien que pour l'instant la nutrition, je mets pas 100% de mon énergie à être parfait. C'est-à-dire que je suis censée devoir peser à peu près tout ce que je mange pour avoir le bon apport calorique. Parce qu'il faut vraiment pas être en déficit calorique. C'est pas du tout ce qu'ils cherchent à nous faire avoir. C'est vraiment ne pas être en déficit calorique, justement.
vaut mieux être en surplus calorique. Et en fait, ils prennent enfin, on a une application qui prend notre activité, qui est connectée du coup à notre capteur, nos cardio, le compteur et notre sortie. Du coup, ils voient combien de calories on a dépensé. Et du coup, on peut rentrer ce qu'on est en train de manger. Donc, par exemple, si je dis, bah, j'ai mangé 150 grammes de pâtes, il va me dire, bah, là, t'as récupéré tant de calories. Et du coup, il va me dire, bah, là, il faut que tu manges encore parce que tu vas pas, sinon, t'as pas récupéré encore assez. L'application, elle est plus dans ce sens-là que faites attention à ce que vous mangez parce que vous devez maigrir. Enfin, Ouais, c'est là que c'est intéressant d'ailleurs parce que, enfin, parfois, tu vois, dans les gens un peu au hum, quotidien, on a l'impression que, bah, limite, c'est l'inverse, quoi. Et c'est quand même hyper intéressant de souligner que, voilà, quand on est cycliste pro et que, enfin, du coup, ça s'appliquerait aussi à des gens non pro, mais voilà, le truc hyper important, c'est vraiment de faire attention à avoir à manger assez, en fait. voilà. Bah, après, il y a beaucoup la course à pied et le vélo, je pense que c'est là où il y a le plus. Mais de soucis avec le poids, des filles qui ont des troubles du comportement alimentaire. Parce que quand on commence à être forte, plus on est maigre, plus on a l'impression d'être forte. Donc il y a beaucoup de filles qui maigrissent beaucoup, qui du coup atteignent un bon niveau. Mais le problème de faire ça, c'est que ça dure 2 3 ans et qu'après, bah forcément, au bout d'un moment, elles sont obligées de manger plus parce que bah le déficit calorique, ça marche pas à une éternité quoi. Ça peut marcher un moment pour perdre du poids parce que bah si on garde les mêmes watts mais qu'on est plus légère, forcément en boss, bah on est les meilleurs. Après le vélo, c'est énormément de rapport poids-puissance, ce qui fait que forcément une fille qui fait 10 kilos de plus ou 10 kilos de moins à côté, bah plus le pourcentage est élevé et plus ça se sent quoi. Donc on fait attention, mais bah on va dire que ils sont pas. Enfin, on m'a posé énormément de fois la question, mais ils te laissent manger ça, mais ils te laissent manger ça. Bah et en fait ils me laissent me faire plaisir. Faut pas que je m'affame, mais en même temps si j'arrive au bout de 2 mois j'ai pris 10 kilos et que j'avance plus dans les bosses, ils vont pas forcément faire de remarques parce que c'est mon corps et c'est moi qui choisis, mais par contre il y a des chances qu'ils me re pas l'année prochaine. Ils vont pas me virer parce que j'ai Ouais, pris en du fait, c'est poids. une question d'équilibre, quoi. Mm, Effectivement, faut que tu manges assez, mais pas non plus que tu manges trop et que du coup, ce soit plus efficace. Mais voilà. c'est vraiment l'équilibre global, quoi, qui est recherché, quoi. C'est pas de vous affamer. Voilà. Mais du coup, quand j'ai fait mon premier stage avec l'équipe, du coup, on était en altitude. Elles étaient 3 semaines avant le Tour de France. Et du coup, bah, quand elles mangeaient, je voyais elles pesaient tout. Moi, je pesais jamais l'année dernière. Là encore, je le fais quelques fois, mais l'année dernière, elles pesaient. Enfin, moi, je pesais rien du tout. C'était pas du tout mon problème, la nutrition. Enfin, je sais que je faisais attention, j'ai jamais eu de problème vraiment réel avec la nourriture. Je comptais pas du tout les calories, je voulais pas être en déficit calorique et je savais me faire plaisir sans tout le temps être en train de manger trop. Je sentais que je mangeais pas trop et je sentais que je mangeais pas assez. Donc voilà. Et quand je suis arrivée au premier stage, bah elle pesait tout. Et le truc que j'ai vu, c'est pas elle pesait pour pas en prendre trop, c'est elle pesait et je les voyais, elles rajoutaient des cuillères et au bout d'un moment, elles faisaient je vais devoir manger tout ça et elles en rajoutaient. Enfin, c'était plus à se dire, ah, faut que je mange quand même toute cette assiette. Et en fait, elles se servaient l'assiette qu'elles devaient prendre. Et après, si elles avaient encore faim après ça, elles remangeaient. Mais elles avaient un minimum à prendre dans leur assiette pour récupérer de la journée. Parce que quand on fait 5 heures, 6 heures de vélo, avec bah, des intensités, surtout là, elles étaient en altitude, et une sortie de 6 heures avec des intensités, pour récupérer les calories dépensées, bah, c'est pas une petite assiette de pâtes qui va faire tout récupérer. Et est-ce que sur le vélo aussi, tu dois vraiment manger beaucoup et penser à t'alimenter très régulièrement? Ouais, mais ça, du coup, déjà depuis mes 2 dernières années, du coup, les années juniors, j'ai commencé à, on va dire, organiser tout ça. C'est que avant, je mangeais pas beaucoup sur le vélo. Et du coup, mon entraîneur, on avait mis en place des sorties où j'avais un minimum à respecter. Donc, c'était environ 50-60 grammes par heure de glucides. Donc ça revenait à prendre un bidon de 40 grammes de glucides, enfin, avec 40 grammes de glucides dedans, plus manger par exemple une pâte de fruits qui fait 17 grammes ou une barre qui fait tant de grammes, enfin ça dépend les barres qu'on achète. Et du coup, maintenant, je fais beaucoup plus attention, c'est-à-dire que je suis plus autour des 80 grammes de glucides par heure sur une sortie bon, endurance, je pense que je suis à 70 grammes par heure. Si je fais des intensités, je vais être autour de 80. J'essaye, même des fois un peu plus, parce que maintenant je me fais des bidons directement de 90 grammes de glucides dans le bidon. Comme ça, un bidon, j'ai déjà, je le bois, vu que je bois pas beaucoup, je le bois en 1 heure et demie. Donc ça me fait déjà 60 et 30 pour l'heure d'après. Donc, et je mélange et je bois un peu d'eau en même temps. Enfin, j'alterne, j'ai un bidon d'eau et un bidon de poudre tout le temps. Oula, un camion. Et, et du coup, après,
pendant les courses, c'est un peu différent parce que du coup, l'intensité est beaucoup plus haute. Donc, on va venir manger plus de glucides. On est plus 100, 110, voire 120 grammes de glucides par heure. Et du coup, ça, la plupart du temps, pour les courses, du coup, les courses quand je vais avec l'équipe, la veille, un des deux diététiciens, nutritionnistes, nous envoie le plan de la course. Donc, il y a le graphique de la course. Et nous envoie sur la courbe tous les... Bah, du coup, on est sponsorisé par AMACX, Amax. Et du coup, bah, c'est eux qui mettent, bah, par exemple, là, il faudrait manger la barre, la Chew bar, là, parce qu'elle fait 17 grammes. Là, il faudrait que vous ayez un bidon de 60 grammes que vous ayez fini au début de la bosse qui est là. Et c'est tout calculé. Et ça évite un peu de réfléchir, qu'est-ce que je vais manger. Alors forcément, bah, par exemple, s'il y a un gel qu'on n'aime pas, bah, on va le remplacer par un goût qu'on préfère. Parce qu'on mange toujours quand même quelque chose qu'on aime. Par exemple, des fois, en début de course, ils mettent du nougat. Bah, moi, je sais très bien que sur le vélo, j'arrive pas du tout à manger le nougat. Donc du coup, je le remplace par quelque chose qui a à peu près le même apport glucidique. Donc, mais sinon, moi, j'adore manger sur le vélo, donc ça a jamais été vraiment un problème. Mais je sais qu'il y a beaucoup de filles, elles peuvent faire 2 heures de vélo, elles ont 2 bidons d'eau et c'est fini pour la sortie, quoi. Enfin, à la limite, elles vont manger une pâte de fruits au milieu des 2 heures. J'étais comme ça avant, je les comprends. Mais quand on commence à charger un petit peu, bah, c'est plus possible, hein, on finit les... En fait, ce qu'on m'a dit, faut jamais finir une sortie en ayant faim. Si tu rentres et que t'as envie de te jeter sur la nourriture, c'est que t'as pas assez mangé sur le vélo. Ça veut dire que t'as un déficit calorique et que tu dois encore rattraper beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Du coup, on va se Ah jeter ouais, sur c'est la un super nourriture. indicateur. Ouais, on va se jeter sur la nourriture, on va manger trop et enfin, c'est pas forcément, ou alors on va rentrer de l'entraînement à 16 heures et on devrait manger, bah, juste un encas et on va vouloir se faire un repas parce que, bah, c'est bon, en fait, on a trop faim. Ah ok, ouais, c'est super intéressant effectivement d'avoir ce référentiel en fait. Mhm. Et dans ton quotidien, est-ce que du coup tu es beaucoup en contact avec bah, tu vois, toute l'équipe, donc bah, effectivement là tu parlais du diététicien ou de la diététicienne, mais aussi bah, tes entraîneurs, tes coéquipières, enfin, est-ce que tu as beaucoup de contact en fait quotidien avec tout le staff? Mes coéquipières, du coup, bah, il y a la fille qui est française, on se parle plutôt souvent parce que, bah, du coup, on se demande quelle course on fait, si on va se revoir. Enfin, là, je sais que je vais aller en Bretagne et qu'elle habite en Bretagne. Du coup, je lui ai demandé si elle faisait ses courses, mais elle m'a dit qu'elle était sur une autre course. Donc, du coup, forcément, enfin, on communique plus. Après, bah, je me suis fait, du coup, dans l'équipe développement, vu qu'on est un peu plus les petites, donc on est un peu plus restés ensemble pendant les stages. Bah, il y en a quelques-unes à qui j'envoie des messages, bah, de temps en temps pour savoir comment se sont passées leurs courses parce qu'on n'est pas tout le temps sur les mêmes courses. Donc du coup, bah voilà. Après, parle pas forcément beaucoup par message. Par contre, le staff, bah déjà, on a un groupe où on est toujours là à s'envoyer les résultats des courses, s'envoyer les photos, se tenir au courant de ce qui se passe pendant les courses. Donc ça, déjà, là, on reçoit toujours des messages. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu une course. Les filles de l'équipe, elles ont fait première et quatrième. Bah, on savait tout de suite on nous envoyait des messages. Elles sont dans l'échappée, elles sont machin, victoire, oh là là, et tout le monde félicite tout le monde. Du coup, il y a c'est un peu comme une grande famille. Enfin, là, j'ai discuté à ma dernière course avec un des mécaniciens qui vient d'arriver. Il m'a dit, j'étais dans des autres équipes avant, mais c'est vrai que cette équipe, enfin, c'est ce que j'avais vu aussi quand j'avais fait le stage avec elle. C'est une famille, quoi. En fait, c'est vrai qu'on est souvent ensemble. Du coup, des fois, je me dis, je vois souvent, plus souvent cette équipe que ma famille ou que mes amis, des fois. Quand je suis partie en Espagne, j'ai fait 2 mois, j'ai pas vu mes parents, mais par contre, j'ai vu l'équipe. Donc, en fait, c'est vraiment une grande famille. Du coup, enfin voilà, du coup, on s'envoie pas forcément des messages parce que, bah, forcément, bah, moi, je parle pas forcément leur langue. Donc, c'est compliqué de discuter. Donc, euh, donc voilà. Mais après, le médecin, ils envoient des messages de temps en temps, mais c'est plus à nous d'envoyer des messages s'il y a quelque chose qui va pas. Pareil que kiné, bah par exemple, moi j'avais eu des problèmes au genou pendant les mois de décembre, janvier et février, et bah il continue à m'envoyer des messages pour savoir si les douleurs reviennent. J'ai mon entraîneur assez souvent, et bah du coup par rapport à l'adaptabilité, c'est que enfin, ces derniers temps il a plu énormément, donc j'étais toujours là à dire à mon entraîneur, bah là ça va pas être possible, je suis pas chez moi, j'ai pas de home trainer, qu'est-ce que je peux faire? Et bah la plupart du temps ils sont super réactifs, quoi. On va dire que de toute façon ils veulent qu'on soit réactif, donc ils sont réactifs. C'est donnant donnant, on va dire. Donc là on m'a contacté il y a 1 heure pour me dire, bah tu vas courir lundi, donc prépare-toi, tu cours lundi, on a besoin de toi. Donc dimanche tu fais 8 heures de route pour venir dimanche soir, je dois arriver avant lundi pour faire la course. Donc c'est tout de l'organisation et c'est tout eux qui gèrent. Donc nous normalement on écoute, on fait et le reste c'est tout pris en charge. Ouais, Donc c'est-à-dire d'accord. Et déjà, justement, tu vois, sur ce planning, est-ce que, enfin, là, tu connais déjà certains de tes déplacements.
Mais il y en a d'autres aussi qui arrivent là. Le plus compliqué, on va dire, c'est de s'organiser quand il y a des remplacements de dernière minute. C'est déjà ma dernière course. La course était le samedi. J'ai été contactée le jeudi soir où ils m'ont dit, bah, il y a une fille qui s'est blessée. Il faut que tu viennes. Et là, du coup, on est vendredi. Je cours dimanche au Grand Prix de Chambéry et lundi, ils m'ont demandé d'être en Belgique parce qu'ils ont plus, enfin, c'est une course qui me correspond et c'est moi la plus apte à être disponible. Parce que du coup, bah, les autres, elles sont déjà prévues sur d'autres courses ou alors elles courent mardi et du coup, c'est moi la plus disponible. Mais sauf que du coup, je vais devoir faire Chambéry, la Belgique. Belgique. Sachant que la course commence enfin, c'est l'après-midi, c'est dimanche après-midi. Donc, c'est-à-dire que je vais devoir voyager. Bon, après, il me dit juste, bah, après la course, tu montes dans cette voiture et moi, j'ai rien d'autre à penser. Mais c'est sûr que, bah, après, j'ai mon calendrier, mais il y a tellement de choses qui peuvent être modifiées parce que, bah, forcément, au fur et à mesure de la saison, il y a des filles qui sont fatiguées, il y a des filles qui tombent, qui se blessent, et il faut remplacer. Ça peut être moi aussi, donc du coup, d'autres, bah, ça va changer mon calendrier. Moi, au début de l'année, j'ai eu énormément de courses qui ont été annulées. Donc là, ils essayent de me mettre sur plus de courses, histoire que je cours un peu. Donc c'est pour ça aussi qu'ils Ouais, m'appellent c'est de l'adaptation Ouais, constante, quoi. voilà. Mais du coup, après, là, je sais que je vais partir 10 jours à peu près en Bretagne, que je vais aller voir ma famille, plus faire 2 courses. Après, je vais aller aux Pays-Bas, mais sauf qu'ils sont en train de voir s'ils veulent pas me faire venir quelques jours avant aux Pays-Bas pour que je vois un peu l'équipe, parce qu'ils aiment bien qu'on se voit et qu'on communique, parce que c'est comme ça qu'une équipe, elle marche. Si on a l'habitude et qu'on sait comment une fille marche, bah, c'est plus facile de travailler avec elle. Et si moi je suis jamais là, et bah c'est compliqué de savoir bah à quel moment je peux faire quoi, parce que c'est un sport considéré à la base comme individuel, mais c'est un vrai sport d'équipe, le vélo. Il y a qu'une fille qui gagne, mais il y a toute une équipe derrière. Ah ouais, ça c'est clair, ouais, ouais, totalement. C'est vrai que ça doit être enfin tellement important ce côté-là du coup, même en préparation quoi. Et est-ce que tu as des courses vraiment qui te font rêver, auxquelles tu rêves de participer? Alors moi, ma course de rêve, c'est Paris-Roubaix. C'est un rêve de pas de participer, mais de gagner cette course. Forcément, déjà participer, ce serait déjà une grande étape. Mais c'est une course que je trouve tellement dure que je me dis, la gagner, c'est tu prouves que t'as un mental et un physique. Je trouve que c'est un truc de dingue cette course. Bah après forcément une étape du Tour de France, un maillot jaune, un maillot vert, ça se refuse pas. Même un Tour des Flandres, il y a plein de courses qui font rêver, mais c'est vrai que depuis que je suis petite, je regarde Paris-Roubaix. Là, le week-end dernier, j'ai regardé Paris-Roubaix Junior, Paris-Roubaix U23, Paris-Roubaix Femmes, Paris-Roubaix Élite, j'ai tout regardé. Je connais les secteurs par cœur. Il faut plus que m'appeler pour mettre sur la course. Tu Non, seras prête le jour où? voilà, non, mais j'ai fait du coup un stage contre la montre pavé l'année dernière avec l'équipe de France. Et les pavés, enfin, moi j'adore ça. Donc après, je dis pas qu'en cours je serai forcément forte dessus, mais j'adore ça. Enfin, je trouve que c'est tellement différent. Moi, c'est Paris-Roubaix qui me fait rêver. Eh ben, impressionnant. Et est-ce que tu sais en fait quels sont les points que tu dois travailler davantage pour progresser en général? Bah, il faut que je travaille encore. Enfin, en fait, j'ai pas de souci avec le placement parce que bah, mais le problème c'est que j'ai du souci avec le placement avec l'équipe. C'est-à-dire, je sais me placer dans un peloton, mais j'ai du mal à rester avec l'équipe. Parce que moi, j'aime bien être tout devant et forcément, bah, quand on est une file d'équipe, bah, forcément, des fois, on est derrière et j'ai un peu du mal à garder une roue. Donc, alors que quand t'es toute seule à naviguer dans le peloton, bah, c'est toi qui choisis où tu vas. C'est beaucoup plus simple que quand on est 6 filles et qu'on doit rester en bloc équipe. Donc ça déjà j'ai un peu de mal à rester tout le temps avec l'équipe. Après j'ai fait que 3 courses cette année donc c'est aussi ça qui joue. Il y a ça et après bah pour mon niveau c'est que bah moi j'ai toujours enfin je suis sprinteuse donc les efforts courts ça me convient très bien mais plus c'est long et moins je suis présente. Et plus ça monte, plus j'ai du mal à rester à un effort soutenu longtemps. Et ça, bah, déjà, en faisant des heures sur le vélo, je vois bien qu'entre, bah, j'ai fait 3 tests différents. Entre décembre et fin janvier, il y avait une énorme différence. Et entre janvier et là, bah, avril, il y a une deuxième différence entre en fait, c'est mes seuils de lactate. Et du coup, c'est mes seuils 1 et 2. Et en fait, bah, on va dire que moi, je sais monter très haut en lactate. Mais sauf que ma courbe, elle monte comme ça. Et il faudrait qu'elle monte comme ça. Avant de monter très haut, il faudrait qu'elle arrive à se stabiliser en fait, dès que je monte en lactate, c'est-à-dire je monte en intensité, ben mon lactate il monte et moi c'est fini. Il monte d'un coup. Il y a pas de, j'arrive pas à le garder un peu haut et à continuer à avancer. On va dire moi c'est soit il monte, soit il est plus là. Et du coup c'est déjà, bah là en 4 mois, je vois très bien qu'un effort soutenu je peux le tenir plus longtemps.
Et bah, on m'a dit, de toute façon, tu progresseras au fur et à mesure et que me servait à rien de me comparer à des filles qui avaient déjà 10 ans d'expérience au niveau professionnel. Ah, c'est sûr, ouais, quand même. Déjà, je trouve que c'est impressionnant en fait de voir la différence en 4 mois d'entraînement. Ouais. Bah, Ça montre que t'es en bonne voie. ouais, bah, c'est tellement augmenté le nombre d'heures par semaine par rapport à l'année dernière. Et aussi, je pense, la qualité de mon entraînement, que bah, enfin, je savais que j'avais une marge de progression. Et bah, je pensais peut-être pas à monter aussi vite que ça dans mes tests, mais enfin, ça fait plaisir à voir. Après, je vois que les autres filles, elles ont progressé comme moi, quoi. Enfin, je vois bien que les filles qui sont passées professionnelles aussi cette année, elles ont augmenté. Et je vois bien les filles qui sont passées professionnelles l'année avant moi, bah, même si moi j'ai énormément progressé, elles ont eu un an de plus pour progresser. Donc, du coup, elles sont encore un niveau au-dessus. Mais ça veut dire que bah, je suis déjà sur la bonne route, sur le bon chemin pour aller vers, vers les bons watts et les victoires bientôt, un jour. Bah oui, carrément. Et est-ce que bah, le cyclisme féminin, bon, c'est chouette, ça évolue quand même pas mal, et j'ai l'impression que c'est quand même Mm. aussi de plus en plus médiatisé. Est-ce que toi, tu le ressens, cette évolution, et est-ce que tu as des améliorations que tu aimerais bien quand même voir dans les prochaines années? Au jour d'aujourd'hui, je pense que la différence entre les hommes et les femmes, niveau budget, et enfin après, je suis dans une des meilleures équipes mondiales, même si je suis que dans l'équipe développement. Et comme j'ai dit dès le début, bah les deux équipes elles sont ensemble. C'est-à-dire c'est comme si j'étais dans l'équipe pour le tour. Et c'est une équipe qui a un sacré budget. C'est une des meilleures équipes mondiales chez les mecs. Et chez les filles, on n'en est pas loin. Donc forcément, ça aide aussi. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de différence entre les hommes et les femmes, sachant que j'ai fait bah, du coup le premier stage c'était hommes et femmes ensemble. J'ai l'impression que bah, déjà il y a une partie du staff qui était un peu mélangée. C'est-à-dire que pour les études posturales, bah il y en a une qui est très très forte en études posturales, quoi, elle s'y connaît, bah ils ont pas besoin d'en avoir 50. Donc du coup il y a elle et ils sont 4-5 et ils bossent ensemble, que ce soit pour les filles et les garçons. Parce que de toute façon bah ils ont bossé pour ça, bah, ils savent faire que ce soit pour les filles ou les garçons. Donc là, par exemple, il n'y a pas de différence. Après, bien sûr, la plus grosse différence, c'est le salaire, quoi. C'est c'est encore comme ça, hein. Il y a une grosse différence encore entre les hommes et les femmes. Mais on va dire déjà niveau budget, c'est déjà mise en place, nombre de courses, c'est déjà pas mal. Maintenant, il y a aussi la médiatisation qui commence à beaucoup évoluer chez les femmes, mais on a quand même beaucoup de courses hommes qui sont retransmises par rapport au nombre de courses femmes. Parce que les courses hommes, on commence à voir des courses U23 à la télé, alors que les courses femmes, on n'a même pas de lien vidéo pour regarder les courses. Donc, des fois, il n'y a même pas la caméra qui nous suit. Ou alors, des fois, c'est sur des sites, donc faut chercher un petit peu. Mais je pense que ouais, les plus grosses différences, je pense, bah, c'est encore les salaires et bah, la médiatisation. Mais je pense que ça commence à vraiment s'équilibrer. Mais il y a 10 ans, j'aurais jamais dit ça. Enfin, quand je commençais à voir les filles avec qui j'ai commencé le vélo quand j'étais toute petite, qui commençaient à passer pro, bah, elles continuaient leurs études à côté parce qu'elles pouvaient pas du tout en vivre. Enfin, c'était plein de trucs comme ça qui peut-être motivaient pas les filles à se dire, bah, je mets toute ma vie au vélo. Donc maintenant, c'est plus facile de se dire, bah, je me mets au vélo à 100% parce que je sais que je pourrais en faire mon métier. Alors que, bah, il y a quelques Ouais, c'est années, clair, c'est tellement important. sinon, j'aurais pas, il y a quelques années, j'aurais pas arrêté STAPS aussi facilement, je pense. Je me serais Bah ouais, c'est sûr, de accrochée. toute façon, enfin, c'est un cercle vertueux ou vicieux, ces trucs-là. Enfin, Ouais, si on te rémunère pas, enfin, juste, c'est un moment, tu peux pas vivre, quoi. ouais, Bah, exactement. c'est chouette que tu vois l'évolution, en tout cas. Ça fait plaisir quand même à entendre. On se dit que ça va dans le bon sens. Et pour finir, est-ce que tu as un message que tu souhaiterais transmettre, tu vois, aux auditrices de la sœur, peut-être à des jeunes femmes qui rêvent de devenir cycliste pro? N'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est impossible. Dites-vous que bah, moi je suis partie de très loin. J'étais toute petite. Ma première course de vélo, j'avais un panier et des fourfous sur les côtés. Jamais personne n'aurait pensé que j'en serais là aujourd'hui. Je me suis accrochée. Que ce soit pour le vélo ou autre chose, si vous aimez un sport, accrochez-vous. N'écoutez pas les gens qui vont vous critiquer en vous disant que ce que vous faites, bah, c'est complètement nul et que vous n'aurez jamais le niveau. C'est pas parce que bah, vous avez une année où vous n'allez pas avoir le niveau que l'année d'après, bah, vous pouvez pas revenir en prouvant à tout le monde bah, que vous avez le niveau. Surtout les plus jeunes, sachez qu'il y a beaucoup de différences parce que il y a les gabarits qui changent. Il y a des années où bah il y en a qui sont bah déjà réglés, il y en a qui bah font déjà 1m60 alors que nous on fait encore 1m40. Ne vous comparez surtout pas aux garçons parce qu'ils vont toujours vous rabaisser en vous disant que bah oui mais moi je fais ça oui mais en fait la différence entre les garçons on s'en rend pas compte mais c'est énorme, c'est-à-dire que moi en étant professionnel je roule avec des garçons qui sont cadets et ils ont le même niveau que moi alors que bah ils roulent au niveau régional
Mais en fait, c'est tellement différent qu'eux, ils vont me dire, ah, mais t'es pro, bah, moi aussi, je veux être une femme. Et en fait, on se rend pas compte que nous, ce qu'on a dans notre corps fait qu'on peut pas être aussi fort qu'un homme. Et eux, ils passent leur temps à nous rabaisser. Donc, écoutez-les pas. Si vous aimez le vélo, appuyez sur les pédales, allez dehors. Faites attention à vous aussi parce que le vélo, c'est un sport qui est vraiment dangereux, que ce soit à cause des automobilistes ou même quand on est tout seul dans les descentes. Donc faites attention à vous et si qu'il y ait toujours quelqu'un avec vous, évitez d'aller rouler tout seul ou alors mettez le GPS pour vos parents ou alors pour votre famille ou un ami qui peut venir vous chercher. Ça, c'est super important. Mais foncez, croyez en vos rêves. Moi, j'ai cru, je suis là aujourd'hui et je pourrais pas rêver mieux. Ah, c'est trop chouette, ça fait vraiment plaisir d'entendre ton enthousiasme et à quel point tu vis vraiment l'expérience à fond, je trouve ça génial. Oui, Et c'est où est-ce qu'on peut sincère. te suivre? Est-ce que t'as... Ouais, là, ça se ressent. Est-ce que t'as Instagram ou autre d'ailleurs? Peut-être un truc plus jeune. Moi, je suis vachement plus âgée que toi, donc j'ai pas tous les bons réflexes. Non, mais du coup, j'ai Instagram avec tous les résultats de mes compétitions, qui est un petit peu un compte plus sérieux avec mes compétitions, mes résultats et des stories normalement presque tous les jours sur mes entraînements. Et après, bah, j'ai TikTok où là, bah, c'est, on va dire, un peu moins sérieux. Et aussi à côté, bah, je poste des vlogs presque pour toutes les sorties, en tout cas celles où je suis pas toute seule, parce que quand je suis toute seule, je trouve que c'est pas très intéressant de vous montrer ce que je fais, à part quand la séance est intéressante. Mais du coup, je poste presque toutes mes séances et je fais des vlogs avec mes copines sur le vélo, sur mes entraînements. Donc si ça vous intéresse, il faut aller me suivre sur TikTok. Ça marche, et ben, je mettrai les liens en description de l'épisode. Merci beaucoup, Amalia, c'était vraiment un chouette échange.